Dans les profondeurs de l'histoire française, certaines vérités sont si dérangeantes qu'elles sont délibérément enfouies, effacées des registres, transformées en murmures et en légendes. Aujourd'hui, nous allons exhumer l'une de ces chroniques macabres, une affaire qui, en 1864, a secoué les fondations de Reims, la cité des Sacres, et dont l'écho résonne encore, froid et glaçant, pour ceux qui osent écouter. Imaginez Reims en plein Second Empire, une ville pieuse, fière de son héritage royal et de ses cathédrales imposantes. Une cité où la foi était le ciment de la société, où les cloches des églises rythmaient la vie quotidienne et où les institutions religieuses jouissaient d'un respect inébranlable. Au cœur de cette dévotion, le convento da Irmã da Caridade, un havre de paix et de prière, abritait des trésors inestimables, des reliques sacrées vénérées depuis des siècles. Ces objets, souvent de simples fragments d'os ou de tissu, étaient considérés comme des ponts vers le divin, des sources de miracles et de protection. Mais cette nuit-là, la sainteté de ces lieux fut profanée, et avec elle, la quiétude d'une ville entière. C'était une nuit glaciale du 17 janvier 1864. Le vent hurlait autour des murs épais du convento da Irmã da Caridade, situé à la périphérie de Reims, comme un présage funeste. Les arbres dénudés de l'hiver claquaient contre les fenêtres à meneaux, et la neige fraîchement tombée étouffait les bruits de la ville endormie. À l'intérieur, le silence n'était rompu que par les prières murmurées des sœurs et le crépitement des cierges dans la chapelle. Les religieuses, vêtues de leurs austères robes noires, dormaient d'un sommeil léger, bercées par la routine séculaire de leur ordre. Soudain, une ombre s'insinua dans la quiétude. Des intrus, silencieux comme des fantômes, forcèrent les portes dérobées du couvent, celles qui donnaient sur les jardins arrière, moins surveillées. Leurs pas feutrés résonnaient à peine sur les dalles froides des couloirs. Ils connaissaient les lieux, se déplaçant avec une assurance troublante dans l'obscurité. Leur cible était claire, la sacristie, le cœur sacré du couvent, où étaient conservées les reliques les plus précieuses. Ils violèrent les serrures, brisèrent les vitrines, et s'emparèrent de ce que le couvent avait de plus précieux, des reliques d'une valeur inestimable, dont un fragment du Saint Graal, enchâssé dans un reliquaire d'or et de pierres précieuses, et un os de Saint Rémy, le saint patron de la ville, réputé pour ses pouvoirs de guérison. L'alarme fut donnée, les cloches sonnèrent dans la nuit, brisant le silence hivernal, mais les voleurs s'étaient déjà évanouis dans l'obscurité, ne laissant derrière eux que le vide, le désordre et le sacrilège. Les sœurs, bouleversées, se rassemblèrent, leurs visages pâles éclairés par les lanternes, leurs prières mêlées de larmes et d'effroi. Parmi les sœurs, une jeune novice, sœur Agnès, était de veille cette nuit-là. Âgée de seulement 20 ans, elle avait rejoint le couvent 2 ans auparavant, fuyant un passé familial difficile. Son cœur battait à tout rompre, mais son esprit, aiguisé par la peur et une intelligence vive, avait enregistré chaque détail. Elle avait été cachée derrière un pilier de la chapelle, témoin volontaire de la profanation. Elle avait vu les silhouettes sombres s'échapper, leurs visages masqués par des capuches, mais l'une d'elles, un homme dont la main portait une bague étrange, un anneau orné d'un blason familial qu'elle avait déjà aperçu, avait particulièrement attiré son attention. Ces descriptions, faites aux autorités du couvent et à l'évêché, étaient précises, trop précises peut-être. Elles parlaient d'une démarche particulière, d'une stature imposante, d'un détail vestimentaire, une cape de velours sombre qui aurait pu identifier l'un des profanateurs. Son témoignage était la seule lueur d'espoir dans cette nuit d'horreur. Quelques jours seulement après le vol, sœur Agnès fut retrouvée morte dans sa cellule. La cause officielle, une fièvre subite, une maladie foudroyante qui, disait-on, frappait parfois les âmes trop pures, trop sensibles aux chocs émotionnels. Le médecin du couvent, un homme âgé et dévoué, confirma le diagnostic, non sans une certaine hésitation. Mais les murmures commencèrent à circuler parmi les sœurs. Agnès avait-elle vraiment succombé à la maladie? Ou son témoignage, trop précis, était-il devenu une menace pour ceux qui avaient orchestré le vol? Certaines sœurs se souvenaient d'Agnès, toujours pleine de vie, malgré la rigueur de la vie monastique. Elles avaient remarqué son anxiété croissante après le vol, ses nuits agitées, ses confidences à demi-mot sur ce qu'elle avait vu. L'évêché, soucieux d'éviter tout scandale qui aurait pu entacher la réputation du couvent et de la ville, ordonna un enterrement rapide et imposa le silence aux autres religieuses. La vérité, si elle existait, devait rester confinée derrière les murs du couvent, ensevelie avec la jeune novice. Jean-Luc, le gardien de nuit du couvent, était un homme simple, pieux, dont la vie était rythmée par le service et la dévotion. Âgé de 45 ans, marié et père de 3 enfants, il était connu pour sa loyauté et son sens du devoir. Il avait vu la charrette s'éloigner du couvent cette nuit-là, une charrette dont les chevaux portaient un harnachement orné d'un blason familier. Il n'avait pas osé intervenir, craignant pour sa vie et celle de sa famille, mais le souvenir de ce blason le hantait.
Il en avait parlé à sa femme, à quelques amis proches, mais personne ne l'avait pris au sérieux. Qui aurait cru qu'un simple gardien de nuit aurait pu détenir la clé d'un tel mystère? Son témoignage, s'il avait été écouté, aurait pu changer le cours de l'enquête. Mais la peur et la hiérarchie avaient eu raison de sa voix. Avant que Jean-Luc ne puisse être interrogé plus en profondeur par les autorités, il disparut à son tour. Sa jeune épouse, enceinte de leur 4e enfant, fut dévastée. La version officielle, propagée par l'évêché et la gendarmerie, était qu'il avait fui avec l'argent du vol, une accusation absurde pour ceux qui connaissaient sa probité et son attachement à sa famille. Comment un homme aussi honnête aurait-il pu abandonner les siens pour un crime qu'il n'avait pas commis? L'évêché, avec une diligence suspecte, offrit une compensation financière à la famille, exigeant en retour un silence absolu. La douleur et la nécessité contraignirent la jeune femme à accepter, mais son cœur de mère refusait de croire à la trahison de son époux. Elle savait que Jean-Luc n'était pas un voleur, mais un homme de bien, et que sa disparition était liée au vol des reliques. Face à la rumeur grandissante et à l'agitation populaire, Monseigneur Henri Dubois, l'évêque de Reims, un homme de grande influence et de réputation irréprochable, décida d'agir. Âgé de 60 ans, le visage marqué par des années de service, il était un pilier de la communauté, respecté de tous. Pour éviter un scandale public qui aurait pu entacher l'image de l'Église et de la ville, il lança une enquête interne. Il confia cette délicate mission au père François, un jeune prêtre ambitieux, dont l'intelligence et la discrétion étaient reconnues. Le père François, âgé d'une 30aine d'années, homme de foi mais aussi de raison, se sentait honoré de la confiance de son supérieur, ignorant encore les abysses dans lesquels cette enquête allait le plonger. Il était un homme de principe, convaincu que la vérité, même douloureuse, devait toujours prévaloir. Le père François commença son investigation avec la rigueur d'un détective. Il interrogea les sœurs, les employés du couvent, les quelques voisins. Leurs témoignages, souvent empreints de peur et de superstition, étaient contradictoires et incomplets. Mais une constante émergeait, le silence imposé par l'évêché. C'est en parlant avec les plus anciennes sœurs qu'il apprit l'existence du père Antoine, un vieux confesseur du couvent, réputé pour sa sagesse et sa discrétion. Le père Antoine, âgé de près de 70 ans, avait une mémoire d'éléphant et une connaissance intime des secrets de la communauté, accumulés au fil de décennies de confession. Il était le gardien des âmes et des histoires. Le père François se rendit auprès du père Antoine, qui vivait reclus dans une petite cellule, son corps affaibli par l'âge, mais son esprit toujours vif. Le vieil homme, après quelques hésitations, confia au père François qu'il avait reçu une confession troublante peu avant le vol des reliques. Il parlait de péchés graves, de profanation et d'une famille puissante dont le nom était lié à l'histoire de Reims. Le père Antoine, visiblement angoissé, semblait sur le point de révéler davantage, mais sa voix s'éteignit, comme si une force invisible l'empêchait de prononcer les mots. Il promit de prier et de réfléchir, de trouver un moyen de révéler la vérité sans trahir le secret du confessionnal. Le père François, respectueux de la parole sacrée, le laissa, non sans une profonde inquiétude. Le lendemain matin, le père Antoine fut retrouvé mort dans son lit. La cause officielle, un arrêt cardiaque, une fin naturelle pour un homme de son âge. Mais le père François, en entrant dans la cellule, fut frappé par une odeur étrange, une senteur âcre et métallique qui ne correspondait à aucune maladie connue. Et puis, il y avait l'absence. Le crucifix personnel du père Antoine, un objet qui ne quittait jamais, n'était plus là. Le père François sentit un frisson lui parcourir l'échine. 3 témoins, 3 morts ou disparitions suspectes. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un schéma, une série d'événements orchestrés pour faire taire la vérité. En fouillant discrètement la cellule du défunt, le père François découvrit un petit carnet dissimulé sous une dalle du plancher, soigneusement caché sous un tapis usé. C'était le journal secret du père Antoine, un recueil de ses pensées les plus intimes, de ses doutes, de ses observations. Le journal révélait les préoccupations du vieil homme concernant la corruption au sein de l'Église et l'influence grandissante de certaines familles aristocratiques sur les affaires religieuses. Il y était question de la famille de Montaigne, l'une des plus anciennes et des plus puissantes de Reims, dont le château, majestueux et imposant, dominait la campagne environnante. Le père Antoine y décrivait leurs liens avec le couvent, leurs donations généreuses, mais aussi leur arrogance, leur sentiment d'impunité. Et surtout, il y avait une mention du blason des de Montaigne, un lion rampant sur fond d'azur, le même que Jean-Luc avait décrit sur le harnachement des chevaux de la charrette. Le père François tenait enfin une piste concrète. L'enquête du père François le mena inévitablement au château de Montaigne. Il se présenta comme un émissaire de l'évêché venu présenter ses condoléances pour le décès du père Antoine, un ami de la famille.
Il fut reçu par le comte de Montaigne, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage froid et aux yeux perçants, dont la prestance imposait le respect. Le comte l'accueillit avec une politesse distante, mais le père François sentit une tension palpable dans l'atmosphère. La famille de Montaigne avait une longue histoire de mécénat envers le couvent, mais aussi une réputation d'intransigeance et de secrets bien gardés. Le blason, gravé sur les portes du château, sur les tapisseries, sur les armures, était bien celui que Jean-Luc avait décrit. Le père François observa chaque détail, chaque tableau, chaque objet d'art, cherchant des indices, des connexions. En discutant avec les domestiques, le père François apprit qu'une jeune orpheline de 10 ans, nommée Marie, avait travaillé comme servante au couvent au moment du vol. Elle avait été renvoyée peu après, sans explication, et placée dans un orphelinat lointain. Le père François, sentant une nouvelle piste, se mit en quête de la jeune fille. Après des semaines de recherche, il la retrouva dans un orphelinat de Paris, une enfant timide et effrayée, dont le regard portait le poids d'un traumatisme. Marie, petite et menue, avait les yeux d'une vieille femme, marquée par la peur et la solitude. Marie, après de longues heures de patience et de douceur, finit par se confier. Le père François, avec une bienveillance paternelle, réussit à briser le mur de silence qu'elle avait érigé autour d'elle. Elle raconta que, la nuit du vol, elle avait vu le plus jeune fils des de Montaigne, Louis, alors âgé de 12 ans, près du couvent. Il portait une petite boîte qu'il semblait vouloir cacher. Elle l'avait reconnu à la lueur de la lune et aussi à son allure altière, malgré son jeune âge. Le jeune Louis l'avait vu et l'avait menacé, lui ordonnant de ne jamais parler de ce qu'elle avait vu, sous peine de représailles terribles. Le lendemain, elle avait été renvoyée et envoyée loin de Reims, sa vie d'enfant brisée par un secret d'adulte. La voix de Marie tremblait en racontant son histoire, mais ses yeux ne mentaient pas. L'innocence de l'enfant avait été corrompue par un secret trop lourd. Le journal du père Antoine et les indices recueillis par le père François commençaient à dessiner un tableau macabre. Le vol des reliques n'était pas un simple acte de brigandage motivé par l'appât du gain. Les reliques, et en particulier le fragment du Saint Graal, possédaient un secret ou un pouvoir que la famille de Montaigne croyait être le leur par droit ancestral, une sorte de légitimité divine. Ou peut-être, ce secret devait-il être caché pour protéger la réputation de la famille, pour éviter une révélation qui aurait pu détruire leur prestige et leur influence. Le père Antoine avait noté des allusions à des pratiques anciennes et à des connaissances interdites dans les archives familiales des de Montaigne, des rituels oubliés, des pactes avec des forces obscures. Le père François découvrit que le patriarche des de Montaigne, le grand-père du comte actuel, était connu pour son intérêt excentrique pour l'alchimie et les sciences occultes. Il avait passé sa vie à chercher la pierre philosophale, le secret de l'immortalité ou le pouvoir divin à travers des artefacts anciens. Le fragment du Saint Graal, avec sa réputation de pouvoir miraculeux et sa symbolique ésotérique, aurait pu être l'objet de toutes ses convoitises, le chaînon manquant dans sa quête de savoir interdit. Le vol des reliques n'était donc pas un acte de foi, mais un acte de folie, une quête égoïste de pouvoir et d'immortalité, transmise de génération en génération. Fort de ces découvertes, le père François demanda une audience avec Monseigneur Dubois. Il lui présenta les preuves accumulées, le journal du père Antoine, le témoignage de Marie, les liens indéniables entre les de Montaigne et le couvent, le blason sur la charrette. Le visage du bispo, d'ordinaire si serein et impassible, se troubla. Il écouta le jeune prêtre avec une attention croissante, mais aussi avec une angoisse palpable. Ses mains, jointes sur son bureau, se crispèrent. « Mon fils » dit Monseigneur Dubois d'une voix grave, le regard fixé sur les documents étalés devant lui. « Vos découvertes sont troublantes, je l'admets. Elles sont même effrayantes. Mais la famille de Montaigne détient un pouvoir immense. Leurs racines sont profondes, leurs ramifications s'étendent jusqu'à la cour impériale, jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Les exposer, c'est risquer de détruire non seulement leur réputation, mais aussi celle de l'Église à Reims. Le scandale serait immense, la foi des fidèles ébranlée, l'ordre social menacé. Pensez aux conséquences, Père François. Pensez à l'anarchie que cela pourrait engendrer. » Le bispo tentait de le dissuader, révélant la complexité de la situation, la fragilité des institutions face à la puissance de l'aristocratie et la nécessité de préserver les apparences à tout prix. Le père François se retrouva face à un dilemme moral déchirant. Sa conscience lui dictait de révéler la vérité, d'exposer les crimes des de Montaigne, de rendre justice aux morts et aux vivants. Mais son devoir envers l'Église, envers son supérieur, lui imposait le silence. Devait-il suivre la vérité, exposer les crimes des de Montaigne et risquer la ruine de l'Église, sa propre vie? Ou devait-il obéir à son supérieur,
permettre que les crimes restent impunis et préserver l'image immaculée de l'Église? Sa foi était mise à l'épreuve. La justice divine exigeait la vérité, mais la prudence ecclésiastique dictait le silence. Les nuits du père François devinrent agitées, hantées par les visages de sœur Agnès, de Jean-Luc, du père Antoine et de la petite Marie. Guidé par une dernière piste dans le journal du père Antoine, qui mentionnait des passages secrets et des lieux de repos éternel au sein du château de Montaigne, le père François décida d'agir seul. Il s'introduisit discrètement dans le château une nuit sans lune, utilisant les plans rudimentaires dessinés par le vieil homme. Il trouva un caveau familial secret, dissimulé sous une chapelle privée, accessible par un passage dérobé derrière une tapisserie. Là, dans l'obscurité et le silence sépulcral, il trouva les reliques volées, soigneusement rangées dans des coffres anciens, comme si elles attendaient d'être réactivées. Mais il trouva aussi bien plus. Des lettres, des documents, des registres de famille qui prouvaient l'implication des de Montaigne dans le vol, et pire encore, des preuves liant la famille aux morts suspectes de sœur Agnès, de Jean-Luc et du père Antoine. Des poisons, des menaces, des manipulations. Le sang des innocents avait été versé pour protéger un secret, pour assouvir une quête de pouvoir. Le père François, le cœur lourd, mais l'esprit clair, décida de confronter Louis de Montaigne. Le jeune homme, maintenant un adulte au visage marqué par l'arrogance et la culpabilité, fut pris au dépourvu. Le père François lui présenta les preuves irréfutables, les documents, les reliques retrouvées. Louis, acculé, finit par craquer. Il avoua avoir volé les reliques sous les ordres de son père, qui croyait qu'elles contenaient le secret de la vie éternelle et que les témoins devaient être silencés pour protéger la famille et leur quête. Sa voix était froide, dénuée de remords, comme si ses actes étaient une simple nécessité pour la grandeur de sa lignée. Il expliqua comment sœur Agnès avait été empoisonnée, comment Jean-Luc avait été enlevé et noyé, et comment le père Antoine avait été étouffé dans son sommeil, son crucifix volé pour simuler un vol. Avant que le père François ne puisse agir, Monseigneur Dubois intervint. Informé par un espion au sein du château ou par la famille de Montaigne elle-même, il organisa une réconciliation secrète avec la famille. Les reliques furent récupérées et rendues au couvent, mais l'histoire officielle fut que les reliques n'avaient jamais été volées, seulement temporairement réaffectées pour restauration suite à un malentendu. Un mensonge pieux, une façade pour protéger la réputation de l'Église et de la noblesse, pour éviter un scandale qui aurait pu ébranler les fondations de la société. Les documents compromettants furent détruits, les preuves effacées. Le père François fut transféré dans un monastère reculé des Alpes avec l'ordre strict de ne jamais plus parler de cette affaire, sa carrière brisée, sa conscience tourmentée. Marie, la jeune orpheline, fut envoyée dans un couvent en Afrique, sa mémoire effacée par la distance et le silence, sa vie à jamais marquée par ce qu'elle avait vu. La famille de Montaigne, quant à elle, continua de prospérer, son secret enterré, sa réputation intacte, son pouvoir inébranlable. Le cas fut officiellement oublié. Les morts des témoins furent attribués à des causes naturelles ou à des fugues. Les reliques retrouvèrent leur place, mais la vérité sur le voyage et le sang versé pour les protéger fut effacée des registres. L'affaire de Reims devint une légende chuchotée, un avertissement silencieux pour ceux qui osaient défier le pouvoir de l'Église et de l'aristocratie. Un chapitre sombre de l'histoire de Reims, où la justice des hommes fut sacrifiée sur l'autel des apparences et de la raison d'État. L'histoire oubliée de Reims, en 1864, est un témoignage sombre de la manière dont le pouvoir et la foi peuvent s'entrelacer pour dissimuler des vérités inconfortables. Le vol des reliques et les morts subséquentes n'étaient pas de simples crimes, mais des actes de silenciement orchestrés pour protéger la réputation d'une famille aristocratique et l'image immaculée de l'Église. À travers le parcours du père François, nous sommes confrontés à la fragilité de la justice et à la persistance du mystère lorsque les institutions décident que l'oubli est la meilleure forme de rédemption. L'histoire de Reims demeure, un écho fantomatique d'un passé où la vérité était une marchandise dangereuse et où l'obscurité pouvait engloutir jusqu'à la lumière de la foi.